Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Eh bien écoute, on se retrouve comme chaque semaine pour ce débrief transatlantique, diffusé à la fois dans ton carnet et dans Monde numérique. Bruno, sujet très intéressant cette semaine qui rapproche le Québec et la France et qui concerne les collégiens. À partir de la rentrée prochaine, aussi bien chez vous que chez nous, eh bien, il va y avoir du neuf et ces pauvres collégiens, entre guillemets, n'auront plus le droit de se servir de leur portable. Et vous avez pris chez vous, au Québec, la même décision, mais ça commence à faire des vagues, si j'ai bien compris. Oui, ben effectivement, les gens qui ont écouté mon carnet il y a environ 2 semaines ont peut-être entendu une entrevue avec la présidente de la commission qui a justement fait le tour du Québec pour faire une tête et des recommandations au gouvernement du Québec. Et donc, notamment dans les recommandations par rapport à l'utilisation ou l'impact des écrans auprès des jeunes québécois, ben, il y avait cette recommandation d'interdire l'utilisation des téléphones cellulaires sur le territoire de l'école. Et donc, ça devait être une recommandation, mais le ministre de l'Éducation a sauté à pieds joints sur cette histoire-là et a donc confirmé que ça allait être mis en place à compter de la rentrée de septembre. Donc, D'accord. pour l'équivalent là, en France, ce serait les collégiens et les lycéens. On Ouais. parle des adolescents là, essentiellement. Chez nous, secondaire 1, secondaire 5. Et donc, interdiction d'utiliser les téléphones cellulaires, pas seulement dans les cours, dans les classes, mais aussi avant, quand on arrive à l'école, pendant l'heure du midi, et puis quand on est en activité là, en fin de journée. Donc, C'est-à-dire qu'ils devront les ranger quelque part ou ils devront exactement, les Ouais, ranger c'est quelque ça. part. On ne sait pas encore où, ça va dépendre des Ouais, institutions, mais l'idée, c'est ça. ouais. Et donc, officiellement, là, ça va être la chose. Sauf que c'est pas accueilli de la même façon par tout le monde, et notamment des intéressés. Et là, il y a eu une énorme campagne qui s'est faite sur TikTok pour essayer d'éveiller les jeunes par rapport à leurs droits, puis en disant, ben écoutez, cette décision-là a été prise par des gens qui n'ont aucune idée de notre quotidien et comment on vit aujourd'hui. Eux sont encore à l'époque quand ils se croisaient en jeunes quand ils utilisaient la charrette pour aller au village. Oh! Tandis que, ben là, nous, c'est autre chose. On utilise le téléphone cellulaire pour communiquer entre nous, et d'autant plus qu'ils sont passés à travers, souvenons-nous de ça, ils sont passés à travers la pandémie. Et Ouais, ces gens-là, leur seul moyen qu'ils avaient pour communiquer entre eux, c'était leur téléphone ou leur bien tablette sûr. ou leur ordinateur. Et donc, ils ont virtualisé pour une bonne partie de leur relation sociale. Alors là, du jour au lendemain, pouf, le gouvernement dit non, non, là, c'est fini, on vous retire cette affaire-là. Mmh mh. Alors, ça passe mal. Et donc, jeudi, il y a eu une énorme manifestation à travers le Québec. Les jeunes ont carrément décidé de faire grève et sont sortis des écoles pour protester contre ce projet-là. Et ce projet, c'est une loi, ça a été décidé par le ministre, mais là, il faudra voir si le ministre aura eu l'oreille de ces propos-là, il faudra voir. Ouais, s'ils vont, assouplir ou pas. Ah, c'est super intéressant parce que c'est exactement la même situation chez nous. Effectivement, nous, il y a eu en 2024 une expérimentation qui s'appelait la pause numérique. Ça concernait 50 000 élèves et là, le projet, c'est effectivement, ça a été entériné, de généraliser ce truc-là à partir de la rentrée prochaine. Donc pareil pour les collèges, donc les mêmes tranches d'âge. Les élèves seront obligés, soit de l'éteindre, de le garder au fond de leur sac, leur smartphone, soit de le mettre dans des casiers fermés à clé et interdiction de s'en servir, bien entendu pendant les cours, mais même aussi pendant les récrés, etc. Bon, cela dit, je demande à voir ce qui va se passer. À mon avis, il va y avoir, Mais il va y mais avoir de la c'est fraude. Hein. Ouais, ben, c'est certain. Mais c'est intéressant de voir quand, je parlais avec la présidente de la commission, elle me racontait que, pendant les différentes rencontres qu'ils ont fait, ils ont rencontré des institutions Ouais, où on a fait ce test-là pendant voilà. 1 an, pendant 2 ans, et l'écho qu'ils en recevaient, c'était essentiellement que, oui, il y a une période de sevrage, c'est pas facile, mais une fois que c'est passé, 1 an, 2 ans plus tard, ben, les jeunes maintenant, évidemment, poursuivent leur vie sociale, mais maintenant se parlent face à face, Mmh. yeux à yeux, et non plus, yeux sur écran.
Et ça a changé vraiment la dynamique. Évidemment, il ne faut pas les laisser tout seuls, dans un coin en disant: «Bon, ben, parlez-vous». Ça demande de faire des activités, ça Ouais. demande de les occuper, de les amener à vivre autre chose que tout simplement se réfugier sur leur téléphone ou pour écouter de la musique ou regarder TikTok ou parler à leurs amis. Donc i ça demande une autre dynamique autour d'eux, mais ça existe, ça a été testé, ça fonctionne bien. Donc ce Et serait là, positif. ben, ce serait positif pour ceux qui l'ont déjà essayé. Ouais, Mais douloureux au comme je te départ, mais positif sur le long terme. de là, la période de sevrage. Alors, j'ai bien hâte de voir aussi de mon côté comment ça va se passer. Bon, bah, écoute, je sais pas si j'aimerais être un collégien aujourd'hui alors, hein, parce Ah, que bah, écoute, non, d'un côté, effectivement, c'est certainement une décision nécessaire, on va dire, mais il y a des inconvénients aussi et je pense que c'est un vrai mode de vie derrière qui risque d'être bouleversé parce que, finalement aujourd'hui, par exemple, même les parents peuvent envoyer des messages à leurs enfants et ils sont ah, habitués ouais. à avoir des réponses très rapides, donc c'est tout un changement qui risque Ah, de ben, les s'opérer. parents devront apprendre aussi, hein, et puis il y a des parents qui sont pas contents. Bah oui, j'imagine, bien sûr. Bon, voilà, gros sujet, social, société, on va dire. Si on revient à des affaires un peu plus, les affaires courantes, On Bruno, parle d'IA. oui, si on parlait d'IA Yes. et si on parlait de nos amis, les géants américains de la tech, heu, Ah, OK, ouais. est-ce que tu as vu cette, annonce qui a été faite? Alors c'est pas vraiment une annonce, mais c'est une information qui a été révélée par Oui, une, tu vas parler d'Apple, là. un grand ponte d'Apple, Eddy Cue, qui à l'occasion du procès Google, on en a parlé du procès Google, il a été Ouais. amené à témoigner et donc il a, évoqué le fait que bientôt, eh bien, Apple allait intégrer d'autres moteurs de recherche que Google dans son navigateur, Safari, mais surtout des outils d'intelligence artificielle autres que, celui de Google. Heu Et quand j'ai vu ça cette semaine, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que Jérôme va dire là-dessus?» Non, mais écoute, bon, c'est intéressant parce que ça pourrait concerner donc Perplexity, hein, Ouais, grand ben, ça, concurrent c'est la de discussion la plus sérieuse qu'ils ont eue, là. voilà et donc ils pourraient verser de l'argent, en fait, à Perplexity parce que ce qu'il faut, c'est rappeler comment ça marche cette histoire-là. Il y a un contrat entre Google et Apple depuis des années. Apple verse c'est combien? C'est C'est des 20 milliards, 000 20 milliards par an Ouais, à Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Safari. C'est-à-dire quand quand on fait une même. recherche dans Safari, en fait, c'est Google qui mouline derrière puisque Apple n'a pas de moteur de recherche. Et là, l'idée, c'est de dire un peu: «Bon, bah, OK, Google, c'est très bien, mais on va aussi proposer autre chose». Donc il y aurait Perplexity, tu l'as dit, mais peut-être aussi Bing, Yahoo, Oui, puis non, on ça est y est ouvert déjà, à pardon, je dis une c'est bêtise. ça. Mais là, on Ceux-là, ils est y sont ouvert à déjà, ouais. OpenAI et on est ouvert aussi à Gemini. Ouais, aussi à Gemini. Ça montre plein de choses intéressantes, je trouve, parce que d'abord, ça montre que l'intelligence artificielle, c'est le moteur de recherche d'aujourd'hui. En Ouais. fait, ça y est, on n'y est pas encore tout à fait et notamment pour les problèmes qu'on connaît d'hallucinations et autres, mais on va vraiment dans cette direction-là et puis d'un autre côté, c'est pas bon pour Google. Ben, non. Déjà ils sont en procès, ils ont un procès sur le dos et si en plus l'un de leurs plus gros partenaires financiers, enfin financiers oui, Quand tu as les un lâche, apport de 20 000 000 c'est assez important. c'est pas négligeable. C'est vraiment un coup de plus, je trouve, sur la tête de Google, cette histoire-là. Ouais. Et puis en même temps, c'est aussi une manière un petit peu pour Apple, dont on sait qu'il est très en retard en matière d'intelligence artificielle, de reprendre un petit peu, l'avantage, enfin d'offrir à ses utilisateurs, quelque chose de plus alors que bon, bah, l'écosystème Apple est un peu pauvre aujourd'hui en intelligence artificielle. Mais entre nous, tu peux être certain que, l'annonce de Gemini dans le furteur Chrome, c'est une question de temps. Maintenant que Apple l'a évoqué, là, publiquement, tu peux être sûr Ça qu'il y va a arriver. déjà des ben oui, ça sera probablement dans la prochaine mise à jour, sinon la 2e, la subséquente. Ça va arriver. Déjà que Google cherche parce qu'ils sont en train de voir là, l'impact que Perplexity a. D'ailleurs, tu parles de ça, moi personnellement, j'utilise de plus en plus, je te dirais peut-être 70 de Perplexity quand je fais des recherches maintenant, 30 Google et j'ai l'impression que ça, ils l'ont vu venir alors qu'ils sont en train de travailler avec même dans Google Search, ils sont en train de chercher, une solution qui va être quelque chose de similaire. Mais à l'intérieur de Chrome, moi, j'ai l'impression qu'ils vont rapidement nous servir Gemini, Ouais. d'autant plus que tu Bah, soulignais il est déjà plus ou moins là, hein, oui, Gemini, ben, on peut oui, hein, puis on on peut interagir avec lui là, selon ce qu'on utilise, mais d'autant plus que dans une étude qui a été faite par, Giscard, Gemini est sorti comme l'IA générative qui a le moins d'hallucinations.
dans les Ouais, c'est grandes IA là, intéressant. qu'on connaît. Alors imagine, ça fait une belle étoile au bulletin ça. Ouais, Giscard, ça a rien à voir avec Giscard d'Estaing, hein, on est Non, non, d'accord? Non, ouais, c'est cette start-up c'est une autre époque ça. qui classe les IA en fonction de leur, degré d'hallucination. Ouais, dans son palmarès qui s'appelle le phare. Ouais, Ça ouais, doit être français ça avec, des noms comme ça? je crois que c'est français, Phare ouais. et Giscard, je pense aussi, ouais. Mais c'est bon, bah, ça, c'est un bon point en revanche pour Google, Oui, qui, pourtant avait eu, on s'en souvient, des débuts un peu chaotiques pour Gemini mais qui pour Google, ça a une autre valeur, je pense. Ça a un autre poids, ce problème des hallucinations parce que Google, c'est un moteur de recherche et on s'est tellement habitué à ce mmh que ce soit, et on la est, vérité pour vraie. ton information et celle des auditeurs, on est à 13 d'hallucination. Pour Gemini? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors qu'il y a certains modèles de GPT qui montent à 30, 40, presque 50. Ah ouais, ouais, tout à fait. Donc C'est c'est une belle carte. Ouais. non, c'est bien. À part ça, Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Écoute, c'est drôle que tu me poses la question parce que je pensais que ça arriverait jamais. Mais plus sérieusement, beaucoup de jeux vidéo dans cette édition. Ah Il y a un bon? nouveau studio qui arrive. La Roue du temps, est-ce que ça dit quelque chose? Je crois pas, non. Ben, c'est un J'avoue. roman, Ouais. c'est une série, sur Prime et ça sera bientôt, ben, bientôt, dans quelques années, un jeu vidéo, mais vraiment grandeur, nature, Ah, dans et quelques années. Toi, tu parles des trucs, plusieurs années avant que ça sorte alors? ouais, j'aime faire de la prospective. D'accord, OK. Mais donc, il y a un studio qui ouvre aujourd'hui à Montréal, c'est, Mmh. iWatt et donc, c'est eux qui vont créer ce jeu-là, c'est ça, La Roue du Temps, quelque chose comme ça et donc, eux, viennent d'ouvrir les portes. Alors, je parlais avec, le patron de ce studio-là. Sinon, il y a Gameloft, ça te dit quelque chose? Ah bah oui, évidemment, ça Ben, c'est imagine, ouais, c'est une entreprise des française de spin-offs jeux de vidéo. Ubisoft, ouais. Oui, tout à fait. Mais donc Gameloft, ça fait 25 ans qu'ils ont un studio à Montréal, ils font des célébrations. Alors c'était l'occasion évidemment de parler de toutes ces années passées à Montréal, Mmh. ce savoir-faire montréalais et la qualité de la main-d'œuvre Mais montréalaise allez, par allez, rapport à les autres. arrête Oui. les violons, arrête les violons. Ah, les violons, il y en aura toujours pour le savoir-faire québécois. Gameloft, ils sont toujours sur les jeux mobiles? Ou ils sont non, Ben ils ont non, élargi? ben non, ils ont eu, il y a quelques années de ça, ils ont eu un titre, en exclusivité avec Disney et donc ça leur a permis de s'embarquer sur la merveilleuse voie du multiplateforme, hein. D'accord. Et là, ils sont très heureux avec ça. Sinon, ben, évidemment, on va parler d'autres choses et notamment, je reviens avec, une association qui est dans le monde de l'éducation et qui dit que c'est un mauvais choix. Je reviens sur la question du téléphone obligatoire là, Ouais. son, heu, De pardon. téléphone interdit? Oui, exactement. C'est quelle belle façon de présenter le sujet et somme toute, ben, sinon, il y a mes collaborateurs réguliers qui viennent de me parler de différentes choses, notamment de ce qui se passe en Suisse, mais aussi évidemment, de ce qui se passe au Québec. Bien sûr. Et toujours Jérôme, une émission passionnante. comme d'habitude. Jérôme, de ton côté, dans mon numérique, de quoi tu parles cette semaine? Alors cette semaine, écoute, je parle de robots. Il y a quelques jours, j'étais, en Allemagne, à Dortmund, à une présentation, d'Amazon, que tu connais bien parce que tu es allé à ce genre de présentation, hein. C'est un truc assez régulier qu'ils font à chaque fois dans des villes et dans des pays différents et là, ils ont dévoilé un nouveau robot. Alors c'est un robot qui va être utilisé dans les entrepôts et dans C'est les humanoïde ou? pas du tout. Il OK. n'est pas du tout humanoïde. Ce sont des bras robotiques, mais qui ont une particularité, c'est qu'ils sont sensibles et ils peuvent attraper des objets de manière très délicate, sentir, la résistance, d'un livre, d'une boîte, d'un emballage quelconque, et cetera, en fonction du type d'objet et en fait, c'est le travail que font les gens qui préparent les commandes Amazon, hein. Ils attrapent les trucs qui sont rangés dans des casiers comme ça, mais parfois quand c'est trop haut ou quand c'est trop bas, bon, c'est assez pénible et là, le robot, lui, il s'en sort plutôt bien, donc avec un système de caméra et tout et ce robot pour l'instant, c'est vraiment une première. C'est Amazon qui l'a développé, donc il le présentait en grande pompe et c'est assez intéressant et j'ai une interview d'un ingénieur, en robotique de chez Amazon qui m'explique tout le fonctionnement et tout l'enjeu de tout ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il dit qu'il n'y aura pas forcément 100 de robots dans les centres Amazon, dans le futur. Et puis, je reçois également quelqu'un que tu connais, qui est un confrère à nous, qui est Yannick Hézard de TF1, que tu as
déjà interviewé toi aussi, Une star du numérique. dans ton carnet Ouais. et qui ouais, parce qu'à l'occasion du 8 mai, les célébrations ici en Europe de la fin de la 2e guerre mondiale, eh bien, il a fait un reportage, une espèce de mini documentaire qui a été diffusé dans le JT de TF1 et sur, ce qui a précédé la fin de la guerre, vraiment les derniers moments. C'est une période historique qui est pas très, très connue et qui est super importante. Et pourquoi lui et pourquoi, je m'intéresse à lui? Parce que une fois de plus, ça fait appel à toute une série de technologies, que ce soit en matière, de, captation d'images en 3D, de génération d'images, d'incrustation et il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans et cetera. Donc il me raconte, exactement, comment ils ont produit ce petit documentaire dans le cadre des programmes d'information de TF1. C'est pas de la Est-ce que c'est un peu la suite de ce qu'ils nous avaient offert l'an dernier ou il y a 2 ans? Oui, c'est un peu dans la continuité, Ouais. tout à fait, voilà, donc C'était déjà impressionnant il y a 2 ans. ouais, c'était très chouette. Beh, c'est surtout impressionnant, il faut remettre ça dans le contexte, c'est du contenu d'information. Évidemment, c'est pas un jeu vidéo, Non, non, non. Call of Duty, c'est mieux, hein, graphiquement même. Non, mais ça devient un document historique, là, c'est pédagogique, ça. Exactement, et d'ailleurs, ça commence même à intéresser des écoles, paraît-il, des enseignants qui ont envie Ouais, de le quand même. projeter à leurs élèves. Voilà, donc c'est à écouter, cette semaine dans Monde Numérique pour connaître le fonctionnement et l'envers du décor de ce documentaire. Tu fais vraiment exprès à en donner le goût comme ça à mes auditeurs d'aller t'écouter tout de suite. Je vous demande de patienter. Nous, on va poursuivre de notre côté. Vous irez écouter Jérôme avec ses invités. Et puis, Jérôme, ben, tiens, permets-moi d'inviter tes auditeurs à venir écouter mon carnet Mais à la fin, tout de suite, avec quand grand ils ont terminé le plaisir. tien. Voilà, il vous faut les 2, Mon Carnet et Monde Numérique pour être heureux chaque semaine et je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ben, écoute, invitation acceptée. À la semaine prochaine. Salut. Salut, salut Bruno, bonne fin de podcast.